Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une ce soir, le traditionnel dialogue gouvernement partenaire au développement. La rencontre a eu lieu ce vendredi à la primature. À l'occasion, le bilan de la mise en œuvre du PND 2016-2020 pour l'exercice 2017 a été fait. Corruption, enrichissement illicite, le procureur de la République a saisi de 15 dossiers par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les personnes citées exercent dans les entreprises ivoiriennes. Le procureur de la République a fait le point des enquêtes en cours. L'excellence au supérieur, on en parle également ce soir. Depuis une cinquantaine d'années, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée forment les cadres de l'administration publique et privée de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Gros plan sur l'INPHB et l'UNCA ce soir. Mais avant, le traditionnel dialogue gouvernement partenaire au développement. La rencontre a eu lieu ce vendredi à la primature. À l'occasion, le bilan de la mise en œuvre du PND, Plan national de développement 2016-2020 pour l'exercice 2017 a été fait. Notez que des avancées notables sont enregistrées au niveau donc du maintien du taux de croissance, mais des défis restent à relever. C'est ce que nous rapporte Noël Niagnou. Des secteurs qui sont considérés le comme traditionnel dialogue de haut niveau, gouvernement, partenaire au développement, a tenu toutes ses promesses. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a souligné les acquis de la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020 au titre de l'exercice 2017. Une année 2017 marquée par des soubresauts aussi bien politiques qu'économiques. Dans cet environnement difficile, les axes gouvernementaux portant entre autres sur le renforcement des institutions, la transformation structurelle de l'économie, la promotion de la jeunesse, de la femme et l'émergence d'un Ivoirien nouveau ont pu être menés à terme. Cela a consolidé la paix, la sécurité et les institutions du pays. Maintien également d'une croissance économique forte dans un cadre macroéconomique assaini. Tous ces acquis ont été appréciés par les partenaires au développement. Le rapport annuel 2017 du groupe des chefs de coopération et des groupes de travail diffusé ce jour démontre, je crois, les résultats significatifs obtenus dans le suivi des engagements du groupe consultatif et dans la mise en œuvre des mécanismes de dialogue, de mise en œuvre et de suivi du PND. Les partenaires au développement s'apprêtent à instituer, en concertation avec Madame la ministre du Plan, un programme conjoint de renforcement des capacités nationales de coordination de l'aide qui constituera un élément de promotion des partenariats à la fois mobilisateur et unificateur des appuis extérieurs. Ce programme couvrira la période 2018-2020 et il y a des engagements fermes de la BAD, de la Banque mondiale, de l'Union européenne et du PNUD pour renforcer à la fois l'interface entre le gouvernement et les partenaires au développement, mais tout particulièrement les capacités nationales de coordination. Lundi 17 septembre, le Premier ministre Amadou Gon sera face à la presse, une autre occasion pour jauger de la solidité de ses acquis. Corruption, enrichissement illicite, le procureur de la République saisit de 15 dossiers par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les personnes citées exercent dans des entreprises ivoiriennes. Le procureur de la République, Adou Richard, a fait le point des enquêtes en cours. On en parle avec Gabriel Zani. 15 dossiers sont ouverts au parquet du tribunal de première instance. Un magistrat, un administrateur civil, des anciens directeurs généraux d'entreprises publiques et privées, des directeurs financiers et des sages-femmes sont concernés par des affaires de corruption et infractions assimilées. Le procureur de la République, Adou Richard, a tenu à faire le point sur les dossiers. Sur ces 15 dossiers, 3 procédures ont fait l'objet de l'ouverture d'informations judiciaires chez les juges d'instruction du 7e et du 8e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan. Les 12 autres procédures sont, pour certaines, en complément d'enquête et pour d'autres, en cours d'enquête à la haute autorité, à la section recherche de la gendarmerie nationale ou à la police économique et financière.
Les faits reprochés aux personnes mises en cause dans les dénonciations et plaintes reçues s'articulent autour de la corruption, de l'abus de fonction, du détournement de deniers publics et privés, de l'enrichissement illicite et du blanchiment de capitaux. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a saisi le parquet. Parmi les personnes mises en cause dans les dénonciations et plaintes reçues, certaines ont été auditionnées, d'autres ont été convoquées pour répondre des faits reprochés. C'est le cas de l'ancien directeur général de la SICOJ, Camara Loukiman, entendu le jeudi 13 septembre à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il a été le premier à s'exprimer sur son cas par voie de presse. Il s'agit de la moralisation de la vie publique. Toutes les personnes qui, à divers titres, ont eu à gérer des deniers publics doivent s'attendre à des redditions de comptes dans la mesure où il y a eu des dénonciations. Et c'est la Haute Autorité qui est chargée donc de réprimer la corruption et les infractions assimilées qui l'a convoqué. Les personnes reçues jusqu'alors dans ces affaires de corruption, des détournements de deniers publics ne sont pas inculpées ni interpellées, précise le procureur. M. Camara est député. Nulle part il n'est dit qu'un député ne pouvait pas être entendu. L'audition est différente de l'interrogatoire et de la poursuite. Ce que la Constitution ne permet pas de faire en ce qui concerne un député, c'est l'arrestation et la poursuite, qui ne peuvent être faites que lorsque l'autorisation a été donnée par la Chambre à laquelle il appartient. Mais en ce qui concerne les auditions, tous les députés peuvent être entendus. Les personnes visées sont seulement entendues dans le cadre des enquêtes relatives aux dossiers dans lesquels elles sont citées. Ces affaires de corruption, de détournement de fonds publics concernent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. On poursuit avec ce communiqué émanant du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mans. Le 7 septembre 2018, le commissaire de police de Diokwe a porté à la connaissance du substitut résident près la session du tribunal de Guiglo des faits de violence sexuelle commises sur une petite fille de 8 ans. Les premières investigations ont mis en cause M. Yao Fulgence Boucan, instituteur, qui a été immédiatement interpellé. La victime, qui se trouvait dans un état comateux, a été évacuée au service des urgences de l'hôpital Mère-Enfant de Bergerville. Les médecins requis pour l'examiner ont fait les constatations qui n'ont pas permis d'affirmer une relation sexuelle vaginale complète sans exclure toute autre forme de rapprochement sexuel. Cependant, l'examen a établi que la victime souffrait d'une méningite décapitée d'évolution défavorable. Malheureusement, elle est décédée ce jour, vendredi 14 septembre 2018. Une information judiciaire a été ouverte contre M. Yao Fulgence Boucan devant le juge d'instruction de la session de Guiglo et mandat de dépôt a été décerné contre ce dernier. L'information judiciaire ouverte suit son cours. Comment assurer une gestion budgétaire qui réduise les risques dans les proportions qui n'entravent pas la santé des finances publiques? Question au cœur d'un séminaire qui se tient en ce moment à Grand-Bassam. Il réunit spécialistes du ministère de l'économie et des finances et du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Adama Koné. Le gouvernement ivoirien veut prendre toutes les garanties pour une exécution efficiente du plan national de développement PND 2016-2020 évalué à 30 000 milliards de francs CFA. La bonne gestion de ces fonds nécessite une maîtrise des risques à éviter. Pour cela, depuis 2 jours, les spécialistes sont réunis à Grand-Bassam. L'exercice vise 3 objectifs. Premièrement, il permettra d'identifier les risques budgétaires dont la surveillance éventuelle pourrait compromettre la tenue des cibles macro-budgétaires et partant le succès de la stratégie d'émergence et la confiance des investisseurs et des marchés. Deuxièmement, il sera l'occasion pour notre pays de se doter d'outils d'analyse afin d'assurer une identification exhaustive et un suivi attentif de ces risques budgétaires. Troisièmement, ce séminaire permettra de promouvoir davantage la transparence budgétaire. Il s'agit donc de consigner dans un document les risques liés au cadre macroéconomique,
aux entreprises publiques, ainsi qu'à certains risques particuliers, de sorte à donner aux gestionnaires des dépenses et recettes publiques les clés d'une démarche sans faute dans l'exécution du budget. C'est une innovation dans la gestion des finances publiques. Il s'agit d'un exercice nouveau. De plus, cet exercice ne bénéficie pas réellement de véritables normes ou de cadres déjà établis. À ce titre, il me plaît de vous rappeler que pour aider à élaborer ce document, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une assistance technique du FMI qui a permis de jeter les bases de cet exercice. Le séminaire de Bassam se tient avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Il s'achève ce samedi 15 septembre. On reste à Grand Bassam pour évoquer la rencontre régionale sur les programmes d'information des radios et télévisions publiques de l'espace CEDEAO qui s'y tient en ce moment. Les travaux en commission portent sur les offres éditoriales et les mécanismes opérationnels. Notez que plusieurs propositions ont été enregistrées. Walter Amadou Ouattara. À Grand Bassam, 13 radios et télévisions publiques de la CEDEAO réfléchissent en ce moment sur le traitement de l'information et les mécanismes pour la rendre plus accessible à tous les médias des pays membres. Les contenus doivent être davantage enrichis et refléter cette proximité culturelle et économique de la sous-région. Cela passe par un partage d'expériences, s'accordent les présidents de commission. En dehors du traitement des éléments factuels, il y a aussi le traitement des magazines, des propositions des sujets de débat. Par exemple, sur les questions politiques, ils peuvent avoir des invités qui, au cours du débat, peuvent aborder des thématiques qui peuvent intéresser, qui peuvent servir d'exemple pour les autres pays de la sous-région. En dehors des questions politiques, il y a aussi des questions de développement. Définir le cadre de coopération, de ce partenariat entre les radios et télévisions des États membres de la CEDEAO. Ensuite, nous allons voir quelles sont les missions qui seront assignées à ce cadre de coopération et quels sont les moyens dont nous disposons pour que cette mise en œuvre soit effective. 13 pays de la CEDEAO ont répondu présents sur 15 invités. Les représentants soutiennent tous que les Africains sont mieux placés pour parler des réalités de leur continent. Prendre les choses en main. Les informations provenant de chez nous, que ces informations soient traitées par nous-mêmes et mises à la disposition des autres collègues et des autres chaînes et même, pourquoi pas, de l'international. Il faut qu'il y ait cette coopération, cet échange d'images, de reportages, d'éléments et qu'on soit informé au même moment, différemment de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ça va changer les lignes éditoriales ou les offres éditoriales de chacun de nous, bien entendu. Je donne un exemple concret. Dans un pays, on est frileux d'engager des débats politiques à la télévision. Et on voit que le Sénégal, ou que le Burkina, ou que le Bénin, il y a ces débats-là, mais les autres pays frileux dans ce sens-là vont s'affranchir, vont libérer leurs journalistes afin qu'ils fassent des débats politiques. C'est un exemple. Nous avons appris beaucoup les uns des autres. L'expérience ivoirienne nous a vraiment édifiés en ce sens que nous avons trouvé une innovation ici, l'institution d'un poste de médiateur de la RTI. Il nous a fait un exposé qui nous a vraiment édifiés et nous pensons une fois au pays suggérer la même chose. Ce qui va fondamentalement changer, c'est notre façon, notre méthode, notre mode opératoire de faire les reportages. Et c'est justement à ces cadres-là que nous sommes en train de travailler, ne plus présenter en fait l'Afrique de la perspective des Occidentaux. Si vous êtes en Europe ou quelque part dans une autre contrée, les images de l'Afrique que vous allez voir, ce sera l'image d'une Afrique qui est avancée, l'image d'une Afrique qui est développée et non plus l'image d'une Afrique d'un continent noir, d'un continent des primitifs. Avant l'adoption des recommandations et résolutions, on retient parmi tant d'autres propositions que la réalisation des émissions de débat avec la participation de journalistes autres que ceux des pays concernés va contribuer à l'équilibre de l'information, donc à la démocratie. On poursuit en images, nouveau-né des partis politiques en Côte d'Ivoire. Le
Le Congrès pour la consolidation de la République et le développement, Concorde, a adhéré officiellement au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le président du parti Concorde, Acide Djedje, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, envisage de rassembler toute la classe politique en changeant la façon d'apprécier les choses en politique. Pour lui, cela passe par la préservation des acquis en termes de développement et de paix en Côte d'Ivoire. Notez que le vice-président du RHDP unifié, Albert Mabritoakeus, a salué l'adhésion du nouveau parti au sein de la coalition au pouvoir. L'excellence au supérieur, on en parle à présent, là dans le cadre du dossier VDC de ce vendredi. Depuis une cinquantaine d'années, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB et l'École nationale supérieure de statistique d'économie appliquée, ENCA, forment les cadres de l'administration publique et privée de Côte d'Ivoire, mais également de la sous-région. Des personnes brillantes, tenues de rester les meilleures depuis donc la formation jusqu'à l'insertion professionnelle. Eh bien, nos reporters Didier Nguesson et Christelle Menant et également Salima Toudia ont décidé pour vous de mieux comprendre ce culte de l'excellence dans ces deux écoles. « 6 heures du matin, à Yamoussoukro, Emmanuel, 18 ans, est invité à un événement très important. L'amphi de rentrée de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, son école. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes méritant. Première ligne droite d'un cursus au sein du premier groupe d'écoles d'ingénieurs en Afrique francophone. Je me dis en fait que je fais partie de ceux-là même qui sont reconnus par l'État comme étant des élèves brillants. Que je suis à mes grands choix. Pour en arriver là, il a fallu pour cette finaliste du concours Miss Mathématiques 2016 décrocher un baccalauréat série C au lycée Mamie Fété de Bingerville, puis réussir au concours d'entrée de l'INPHB qui retient en moyenne 600 élèves sur 1700 candidats. Elle entame sa première année de classe préparatoire aux grandes écoles de l'INPHB avec un seul rêve, devenir pilote. La peur a souvent régné, mais je retiens que je suis venue à l'INP pas pour m'amuser, mais j'ai un objectif, celui de briller et d'être quelqu'un demain. Même envie de réussir chez Abigail. Depuis le Libéria, son pays natal, elle a passé le concours d'entrée à l'ENCA, École nationale de statistique et d'économie appliquée. Elle s'en souvient. Quand j'ai eu mon bac, j'ai préparé le concours pour 2 mois avec mes amis de l'université en statistique, économique et mathématiques. On était 60, mais ils ont retenu seulement 6 personnes. Abigail souhaite retourner travailler au Libéria après l'obtention de son diplôme. Mais que d'étapes à valider pour obtenir ce parchemin. Les étudiants, en plus des cours traditionnels, doivent faire leurs preuves pendant les activités extrascolaires. L'idée du club de débat et de réflexion à travers ces activités telles que la plaidoirie permet à l'étudiant de mieux s'accoutumer avec le public. À l'INPHB, on étudie dans des bâtiments datant des années 60. Derrière ces vieilles pierres, une pépinière, celle de l'élite du pays. On les forme, transforme pour atteindre l'excellence à l'image des hauts cadres du continent. Il faut travailler d'arrache-pied pour espérer être parmi les meilleurs. C'est souvent chacun pour soi. La concurrence ici est absolument rude. Si quelqu'un est premier de classe, c'est qu'il a déjà été premier de classe dans son école d'où il vient et il va conserver cette place. Pour lui dérober cette place-là, il ne suffit pas seulement de bosser encore plus. D'abord, il y a ton génie. Tout le monde veut être le meilleur des meilleurs. Mais il n'y a qu'un seul meilleur, comme on le sait. Et ce meilleur-là, j'espère que ça sera l'un d'entre nous. Ils sont de 14 nationalités pour 3248 élèves en formation initiale, dont 25% de filles, à rejoindre les 7 grandes écoles de formation initiale. L'agronomie, les mines et géologie, les électroniques et électricité appliquées ou encore la zootechnique font partie des 52 filières enseignées. L'école n'hésite pas à s'engager pour assurer l'employabilité de ses étudiants. Pour cela, elle s'allie avec plus de 30 établissements à travers le monde et plus de 50 entreprises partenaires. On regarde les domaines et nous établissons des contacts. Et lorsqu'il y a un consensus, nous signons des accords de partenariat. C'est des partenariats gagnant-gagnant, puisque avec les grandes écoles en France, il s'agit de mobilité. Et il s'agit aussi de nous aider à recruter les meilleurs élèves. Toutes les bonnes écoles du monde cherchent les meilleurs élèves possibles pour pouvoir faire leur renommée. La coopération est aussi sous-régionale.
Abdou Diouf a fait les bancs de l'ENCA en 2009. Il dirige aujourd'hui l'école de statistique de Dakar. Nous avons un concours commun, un jury commun, des programmes communs et des étudiants africains sont dispatchés dans ces écoles indépendamment de leur origine géographique. Et c'est toujours enrichissant. Miser sur des cadres bien formés qui prendront la relève. 56 ans plus tard, même recette et toujours le même succès. Le fait d'intégrer des anciens élèves dans la gestion de l'établissement et aussi en tant que professeur, c'est un modèle de réussite et ça fait partie de notre esprit. Plusieurs distinctions font de l'ENCA une référence en Afrique et dans le monde. En 2015, la Banque mondiale choisit l'établissement comme son centre d'excellence en Afrique. 10 ans plus tôt, l'UEMOA lui reconnaissait cette même qualité à l'échelle de la sous-région. L'excellence dans l'enseignement supérieur est définie à partir de plusieurs critères. L'un des critères, c'est le fait de pouvoir accueillir des étudiants internationaux, donc l'attractivité. Autre élément de critère, c'est l'efficacité interne. Ça signifie la capacité des étudiants à apprendre, à être diplômés. Et aussi l'efficacité externe, c'est-à-dire leur insertion dans le monde professionnel. Du côté de Yamoussoukro, c'est l'heure des retrouvailles entre anciens élèves de l'INPHB. Des rendez-vous réguliers pour se remémorer les années école, mais aussi soutenir la candidature de leurs cadets à certains postes. Nous nous retrouvons très souvent aussi bien à Yamoussoukro qu'à Abidjan. C'est surtout avec les anciens qui sont en entreprise, que ce soit dans le privé ou dans l'administration publique, pour pouvoir échanger un peu sur les possibilités qui puissent nous épauler non seulement dans la formation. Si on a besoin aussi d'aider nos étudiants qui sont avec nous, et soit pour les placer en stage ou bien pour les placements pour des emplois. Être un pôle d'excellence pour former l'élite, améliorer la qualité des enseignements restent entre autres les objectifs à atteindre pour l'INPHB. Les deux établissements représentent des pôles d'excellence. Préserver cette notoriété les 50 prochaines années reste le défi à relever. La ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a tenu récemment une réunion pour donc fixer le cadre réglementaire des élections régionales et municipales du 13 octobre prochain. À l'issue, un communiqué a été produit. Il est lu pour vous par Sidonie Davila. En ce qui concerne les médias audiovisuels des services publics, à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI, les médias audiovisuels des services publics doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, ainsi qu'au respect des principes du pluralisme des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. À compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les médias audiovisuels de services publics doivent veiller dans la programmation des journaux, reportages, débats et émissions spéciales dédiées à la campagne au respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de proximité et comprenant les radios confessionnelles. Dans le cadre de la campagne électorale, la ACA autorise les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'informations diffusées sur les médias du service public. Ces radios demeurent cependant, conformément à la réglementation en vigueur, interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA rappelle que les médias audiovisuels, dans leur ensemble, ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante, CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, tient au respect scrupuleux de ces décisions.
On parle transport à présent, bientôt une autorité organisatrice du secteur. L'annonce a été faite jeudi par le ministre Amadou Koné, le ministre des Transports, qui était l'invité des rendez-vous du quotidien L'Expression. Lanciné Bakayoko. Sur les 19 premiers jours de 2018, la Côte d'Ivoire a enregistré 1458 accidents de la circulation. Et chaque année, l'Office de sécurité routière dénombre plus de 10 000 cas d'accidents qui causent au moins 600 morts. Le nombre d'accidents ne cesse de croître, dû principalement à des causes humaines, mais qui sont des causes humaines en étroite relation avec la qualité des véhicules qui sont transportés. Malgré toutes les indications routières rappelant la limitation des vitesses, tous les appels à la prudence au volant, 90% des accidents restent en effet de causes humaines. Aujourd'hui, les mototaxis en vogue, notamment à l'intérieur du pays, en rajoutent à ce triste décompte. Le gouvernement sait que le prix de l'inaction serait encore plus lourd. Il a donc décidé de passer la vitesse supérieure. Nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation avec l'OSER, des transporteurs. Nous sommes en train de travailler pour que nous ayons un secteur de transport propre. En plus de toutes ces campagnes de sensibilisation, de gros moyens technologiques comme la vidéosurveillance vont être déployés en vue de freiner les conducteurs indélicats. Nous avons commencé à installer donc les équipements, à équiper aussi l'OSER pour que les policiers s'occupent davantage de sécurité sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire et que en ce qui concerne le contrôle sur nos routes relativement aux infractions, que nous puissions nous doter de moyens plus modernes. Sur la route des réformes, le ministre Amadou Koné a donné son feu vert à la création d'une autorité organisatrice du secteur. Objectif, régler le désordre en réduisant le nombre d'intervenants dans la chaîne des transports. Et on poursuit en images avec la Convention de la société civile ivoirienne qui a présenté mercredi dernier son rapport d'observation sur la liberté de circulation des voyageurs et des migrants dans l'espace CEDEAO. Un travail conjoint réalisé sur les axes Abidjan-Pogo et Ziguá-Bamako. Le requête et le non-respect des droits des migrants sont entre autres les pratiques anormales constatées. Au Bénin, les déchets organiques valent de l'or. Vous le verrez, ces déchets, tenez-vous bien, servent à faire du gaz. Une centaine de ménages, en tout cas, évitent ainsi le charbon de bois pour faire la cuisine. C'est avec Alexis Ouedraogo qu'on en parle. Ce centre, dans le village de Ouegbo au Bénin, transforme environ 6 tonnes de déchets organiques par semaine en 200 mètres cubes de biogaz. Une activité qui permet d'éviter la consommation de charbon de bois. Depuis quelques mois, une centaine de ménages ont d'ailleurs passé un contrat avec l'entreprise en charge du projet et viennent directement livrer leurs ordures au centre. Chaque ramasseur est rémunéré au poids, 250 francs CFA pour 10 kilos de déchets. Vous avez des épluchures, tout ce qui est des restes de manioc, vous avez des couronnes d'ananas, et là, vous avez un peu le mauvais exemple aussi de tout ce plastique, de toute cette terre, des boîtes de conserve qui sont mélangées. En prospection pour l'installation d'un centre pilote au Ghana et au Togo voisin, c'est finalement ici, dans ce village, particulièrement enthousiaste au projet, que l'homme d'affaires a posé ses valises il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, on demande aux ménages, aux familles, aux institutionnels de nous apporter leurs déchets, surtout du déchet organique, ce qu'on appelle le déchet solide ménager, et ils se voient rémunérés. On produit du biogaz, on produit du compost, on produit de l'effluent. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie solaire. On a une distribution d'eau potable, on a de l'épiciculture. Donc c'est une vraie économie en fait qui sert la société et qui en fait prend soin de son environnement. Le gaz est conditionné dans d'immenses poches blanches en plastique et portables à dos. Les déchets ne sont plus de casse-tête, ne sont plus de problèmes, mais les déchets, c'est une opportunité. Comme j'aime bien le dire, les ordures, c'est de l'ordure. De l'ordure en ce sens que quand vous lui apportez une valeur ajoutée, alors là, ça devient réellement de l'or, de l'opportunité. D'autant que le taux d'évacuation des ordures pour tout le Bénin est en moyenne de 17%.
On poursuit avec des images des Philippines pour terminer. Le nord des Philippines menacé par un puissant typhon. Plus de 4 millions de personnes se trouvent sur sa trajectoire. Il s'agit du plus gros typhon de l'année. Les autorités sont en alerte maximale. Les évacuations ont commencé il y a de cela quelques jours dans les zones menacées. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.